Le LABEX Dynamite, laboratoire d'excellence consacré aux dynamiques territoriales et spatiales, est un réseau de 18 laboratoires de recherche franciliens lancé en 2012. Géographes, historiens, archéologues, sociologues, économistes, ce sont au total plus de 260 chercheurs organisés en groupes de travail qui sont engagés dans une coopération scientifique interdisciplinaire. Leur objectif, valoriser le territoire comme concept de réflexion, d'action et apporter des éléments de réponse concrets à un grand nombre de défis sociétaux et économiques. Les chercheurs ont souhaité répondre à 4 enjeux sociétaux majeurs que sont aujourd'hui l'environnement, la ville, le développement et les échanges. Donc la question, c'est comment, en introduisant la dimension de l'espace, la dimension du territoire, on peut apporter une nouvelle donne qui puisse aider les politiques publiques, qui puisse aider la réflexion, qui puisse apporter de nouvelles connaissances sur ces 4 enjeux sociétaux majeurs aujourd'hui. Au sein de l'axe de recherche sur les échanges qui implique plusieurs groupes de travail, Yann Richard analyse les relations internationales aujourd'hui non comme une guerre de civilisation, mais plutôt comme une situation de concurrence entre grands projets antagonistes. Laurent Farret interroge la notion de territoire telle qu'elle est vécue par les groupes d'individus engagés dans une expérience de mobilité. Les économistes inventent des tas d'indices, des équations très intéressantes, mais ce qui est amusant, c'est qu'ils oublient de les cartographier. Donc les géographes utilisent les outils des économistes, éventuellement leurs modèles, et ils en font des cartes. Donc ils sont capables de cartographier le phénomène de l'intégration régionale. Par ailleurs, les géographes peuvent proposer une approche géopolitique de l'intégration régionale, et c'est une de celles qui me paraît les plus intéressantes aujourd'hui, parce qu'elle permet, dans certaines situations, d'éclairer quand même des conflits qui sont assez mal présentés, décortiqués, analysés dans la presse. Le cas le plus récent, c'est évidemment celui de l'Ukraine, qui donc est un exemple de conflit entre 2 projets d'intégration régionale, le projet russe d'un côté, le projet européen de l'autre. Et donc en Europe, on voit aujourd'hui qu'un des éléments structurants des affaires internationales européennes, c'est non seulement la résurgence de la Russie, qui a un projet d'intégration régionale pour l'ensemble de ce qui était autrefois l'Union soviétique, avec des succès et des échecs. Poutine a beaucoup d'échecs, il a aussi beaucoup de réussites. Et de l'autre côté, donc, le projet européen, on va dire américano-européen, qui est un antagoniste du projet russe. Et tout ça donc, se donne à voir dans un conflit en Ukraine aujourd'hui. On a un intérêt particulier pour ce qui relève, disons, des comportements de mobilité dans l'espace, à toutes les échelles. Ça peut être des mobilités quotidiennes dans la ville, ça peut être des mobilités plus saisonnières, liées à des pratiques touristiques, par exemple, liées aussi à l'emploi, des questions qui ont à voir avec la localisation des lieux du travail et la localisation résidentielle, etc. Donc c'est ces tensions qu'il y a dans l'espace. Mais ça peut aussi porter sur des mouvements de plus longue distance, comme les questions migratoires, et notamment les migrations internationales. On est aujourd'hui en présence de territoires qui sont construits par l'expérience de la mobilité et qui vont donc articuler des lieux qui peuvent être assez distants. J'ai eu l'occasion de travailler par exemple sur des migrations entre le Mexique et les États-Unis et on voit très bien comment on a certains quartiers de villes aux États-Unis qui sont directement articulés avec les villages d'origine au Mexique, donc sur des distances qui peuvent être de plusieurs milliers de kilomètres. Mais l'information circule, les individus circulent, les marchandises, les capitaux, tout ça entretient du lien. Et quand une frontière internationale se ferme, par exemple, ces espaces migratoires ou ces logiques de circulation se reconfigurent. Elles vont soit changer complètement de destination, enfin les populations vont choisir d'autres destinations, soit elles vont développer des capacités à franchir la frontière tout de même. Donc elles s'adaptent. Et on est sur des logiques de reconfiguration sociale et spatiale qui sont quasi permanentes. L'enjeu de recherche sur la ville regroupe plusieurs groupes de travail. Pour François de Polignac, comprendre la façon dont les hommes ont jadis occupé leur territoire nous apprend beaucoup sur les sociétés anciennes. Marie-Vic Ozouf-Marinier analyse quant à elle l'organisation formelle du territoire en France et son rôle social. Renaud Legois et Eugénia Viana examinent les nouvelles formes d'urbanité et les modes de vie qui en découlent.
Nous ne prenons pas l'espace comme quelque chose d'inerte, de déjà là, c'est-à-dire simplement des caractères physiques qui font qu'il y a ici une rivière, là une montagne, là une plaine. Ça, c'est quelque chose qui, en soi, n'est pas parlant. Ce qui est important, c'est la façon dont une société va habiter ces lieux. Et quand je dis habiter, c'est habiter non seulement physiquement, mais habiter mentalement, c'est-à-dire leur donner un nom, un sens, une signification. Puisque nous sommes dans le domaine religieux, il est évident que la présence d'une légende concernant les dieux ou l'emplacement d'un sanctuaire sont des données à interpréter pour comprendre pourquoi on les a placés là plutôt qu'ailleurs. Accéder à la façon dont les anciens pensaient, ce n'est pas une chose immédiate, c'est une chose qui nécessite une interprétation, qui nécessite une attention particulière à toutes les données, et ce n'est qu'en combinant ces données qu'on peut commencer à comprendre comment les anciens pensaient les choses. Et ils les pensaient souvent d'une façon qui peut nous paraître à nous parfois familières, mais qui en réalité sont assez différentes, sont souvent assez différentes. Derrière l'idée de territoire, on pense souvent à l'étendue de l'État-nation. Mais là, il s'agit d'étudier les formes de contrôle de l'espace et celles qui passent précisément par des découpages, par des maillages. Par exemple, si on s'intéresse à une création de maillage administratif comme l'est le département en France, on peut constater que lorsqu'il a été créé, ça représentait un bouleversement considérable, une frontalité. Il y a eu même beaucoup d'opposition à la mise en place du département. Mais ensuite, les habitants se le sont appropriés. C'est parce que ce maillage était le support de l'accès à la démocratie, donc de l'accès à une bonne représentation politique. Une circonscription, elle vit pour autant qu'elle répond à des enjeux sociaux forts. Elle ne devient véritablement obsolète que lorsqu'elle ne répond plus à rien. Les zones périurbaines sont d'intérêt. C'est pas là où se fait la ville du futur. C'est pas là où on innove radicalement, forcément, sur les modes de vie, etc. Mais ce sont les lieux où des formes d'urbanité relativement diverses se déploient. Des formes de relation à l'activité. Télétravail, travail à domicile, voilà, qui tient compte aussi des contraintes de déplacement. Voilà. C'est là où ce type de phénomène se déploie. Ce sont des zones qui vieillissent. Il y a des lotissements qui ont 30, 40 ans, avec de nouvelles populations qui s'installent, de nouveaux modes de vie qui se déploient. Ce sont des lieux qui vivent, qui évoluent et qui ne sont pas forcément prisonniers de l'inertie paysagère, patrimoniale, des espaces centraux. Dans les périphéries brésiliennes, on a pas mal de politiques de logements sociaux où on met les classes populaires dans des périphéries très lointaines où il n'y a pas assez de ressources, assez de commerce, d'emplois, etc. Et les gens, ils sont obligés à chaque fois de se déplacer vers les centres lorsqu'ils veulent accéder à une ressource spécifique ou qu'ils n'ont pas dans la proximité. Et de l'autre côté, on a aussi cette émergence des gated communities dans les dernières décennies. Et dans ce cas-là, on a de plus en plus de gated communities où on a les ressources qui sont dedans. Donc, les gens, ils n'ont même pas besoin de sortir de leur espace pour accéder aux ressources. En complément de ses activités de recherche, le LABEX Dynamite soutient la formation. Il organise ainsi divers événements scientifiques transversaux impliquant plusieurs chercheurs et groupes de travail dans une démarche d'ouverture vers le monde socio-économique. La seconde édition de son école d'été, consacrée à l'information géographique dans les sciences humaines et sociales, en est un parfait exemple. Un des objectifs, c'était vraiment d'allier la théorie et la pratique et de faire de la théorie en vue de la pratique. Parce que si on n'a pas soi-même expérimenté les procédures, si on n'a pas soi-même... si on ne s'est pas soi-même trompé 15 fois avant d'arriver à mettre en route son GPS, avant d'arriver à faire un géoréférencement, on ne le retient pas. L'idée, c'est d'arriver à avoir connaissance des potentialités de ces outils pour pouvoir repérer ce qui va leur être nécessaire à leur propre questionnement et ensuite être capable de les appliquer de façon raisonnée et intelligente.
Les différents groupes de travail de l'axe consacré à l'environnement privilégient l'anticipation des risques et la prise en compte de la diversité des ressources. Ainsi, Catherine Kuzukuoglu et Zoe Tirtsoni cherchent ensemble à déterminer quels facteurs ont pu participer à la prospérité et à la chute des sociétés anciennes. Franck Lavigne mesure quant à lui les conséquences sur les sociétés humaines de certaines catastrophes naturelles inéluctables. Je co-dirige un chantier de fouilles en Grèce du Nord, qui est un site fouillé depuis presque un siècle maintenant, et où les fouilles archéologiques avaient établi une séquence d'occupation qui allait de 5000 environ avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque byzantine. Voilà. Donc on s'est adressé à un géographe. On a fait ensemble une série de carottages qu'on a observés ensemble, lui avec son regard de géographe, les sédiments, les inclusions sédimentaires, etc. Et moi avec mon regard d'archéologue. Et on a pu établir que les sites avaient été occupés pour la première fois aux alentours de 6400 avant Jésus-Christ. Je suis toujours une archéologue pure et dure, et simplement j'arrive à comprendre le langage des géographes, et mon interlocuteur, il arrive à comprendre le langage des archéologues. Et on arrive ensemble à reconstituer l'histoire de la société qui a vécu sur ces lieux. Mais je ne deviens pas environnementaliste et lui, il ne devient pas archéologue. C'est ça la notion de l'interface. Autant les archéologues lisent les différentes couches archéologiques et le lisent comme l'histoire d'un livre, en fait, ils le lisent à l'envers, de la fin vers le début. Et les géographes lisent les paysages et lisent effectivement la rivière, les alluvions, etc. Et puis après, il y a une deuxième étape, qui est que les communautés scientifiques d'archéologie ou de géographie, et notamment, cette fois dans mon domaine, dans les paléo-environnements, et donc les anciens climats, on se pose des questions sur les rapports entre les climats et leurs conséquences environnementales et les sociétés, dans la mesure où le climat et les sociétés se partagent l'environnement. Et là, ça stimule également les archéologues, parce qu'eux aussi se posent ces questions-là. Quand il y a une catastrophe climatique se passe, est-ce que tout va être abîmé, enfin tout va être remis en cause pour les sociétés humaines, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent à s'adapter, ou quel est le facteur culturel qui va intervenir pour modifier ou enrichir, on va dire, la relation entre un site, une population, un environnement et un climat. J'ai toujours travaillé depuis ma thèse, même mon DEA à l'époque, sur l'impact des éruptions volcaniques. Et progressivement, je me suis intéressé aux impacts un peu plus larges, aux impacts régionaux, aux impacts globaux des éruptions. Donc là, notamment, on a travaillé sur une très grosse éruption qui est censée être la plus grosse de l'histoire, qui a eu lieu en 1257. Et cette éruption était en Indonésie, sur l'île de Lombok, juste à côté de Bali, a eu des répercussions climatiques très importantes et des répercussions globales. Il faut se préparer. Alors avant, on se préparait surtout sur le plan purement instrumentation. On instrumente le volcan, on l'étudie, etc. Et maintenant, on prend en compte beaucoup plus l'aspect humain aussi, c'est-à-dire de la prévention auprès des sociétés locales. On essaie de perfectionner le système d'alerte. Ça, c'est valable pour les volcans, c'est valable pour les tsunamis, c'est valable pour tous les risques, en fait. Mais il y a du travail. On est dans une société où on est plus dans l'action, dans l'intervention, que dans la prévention. Donc il y a une catastrophe, on met beaucoup de moyens, on fait plein de choses, très bien. Mais avec beaucoup moins de moyens, un petit peu de prévention en amont aurait pu limiter la casse dans beaucoup de catastrophes. Au cœur de l'axe de recherche sur le développement, Philippe Cadenne observe la façon dont les modèles de développement circulent, se concurrencent et s'influencent à l'échelle mondiale. Tandis qu'Arnaud Banos apporte son expertise de la modélisation informatique à l'ensemble des groupes de travail du LABEX. L'axe de recherche et développement au sein du LABEX s'intéresse aux pays émergents et aux pays en développement,
mais dans leur relation au monde, en fait, et dans leur transformation liée aux transformations du monde. Donc on travaille finalement sur les effets de la mondialisation, dont l'État était considéré comme l'acteur majeur, et on considérait souvent qu'il y avait des États dominants qui transféraient des modèles vers des États dominés. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a des acteurs nouveaux qui émergent, et un des acteurs importants dans ces transferts, ce sont les régions. Et puis, au sein des régions, on a des groupes d'entrepreneurs. On a des mouvements sociaux, comme par exemple les coopératives. On a des acteurs comme les ONG, qui essayent d'apporter eux aussi des modèles nouveaux et qui sont pris en exemple et qui font qu'une expérience, une pratique dans un lieu va se retrouver dans un autre espace et qui va être adaptée finalement à des conditions parfois très différentes. On a vu comment ce qu'on appelle la troisième Italie, cette Italie de petites entreprises autour de Bologne, est devenue finalement un modèle pour beaucoup d'États. Et ce qui est assez formidable, c'est que ce modèle-là est suivi de la même manière, finalement, par des pays riches, mais aussi par des pays pauvres comme l'Inde, comme le Brésil, vous voyez, qui vont trouver là, dans ces exemples italiens, une solution pour essayer de prendre leur place, ou une place nouvelle, ou conserver leur place dans la mondialisation. Il est assez évident que l'ordinateur a profondément bouleversé les méthodes d'investigation dans la recherche en général, parce qu'il permet dans certaines configurations très précises, d'accéder à ce qu'on pourrait appeler une forme d'expérimentation numérique. Sachant que l'expérimentation est justement ce qui fait le plus souvent défaut aux sciences humaines et sociales. Expérimenter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes capable d'isoler des phénomènes dans des conditions reproductibles, de manière à réellement pouvoir extirper les causes des effets. Si je prends l'exemple de la mobilité urbaine au sein d'une agglomération, prenons l'exemple de Grenoble par exemple, on peut aujourd'hui prétendre faire des modèles de simulation de la mobilité qui soient à l'échelle des individus. Donc on cherche à créer des populations synthétiques qui soient représentatives de la population de Grenoble. Et ces habitants-là, virtuels, on va les localiser à l'intérieur d'une agglomération qui elle-même sera totalement virtuelle, mais qui sera reproduite de façon extrêmement précise à partir de tout un ensemble de données. Et on peut assez aisément commencer à raisonner à l'échelle de l'agglomération dans son entier, tout en se focalisant en termes de sorties utiles pour l'aide à la décision, sur des indicateurs qui soient quand même relativement mésoscopiques ou macroscopiques, c'est-à-dire pas au niveau de l'individu en tant que tel, mais au niveau de groupes d'individus, de quartiers et de la ville dans son ensemble. Avec une centaine de manifestations scientifiques organisées par ses chercheurs membres, près de 300 publications nationales et internationales et une dizaine de bases de données géoréférencées, financées et produites, le LabEx Dynamite apporte des réponses inédites à des enjeux sociétaux majeurs. Il participe ainsi à l'élaboration de stratégies d'aménagement et de développement dans le cadre de politiques publiques négociées. Afin de s'ancrer dans la durée et de pérenniser les recherches et les travaux entrepris par ses membres, le LabEx Dynamite entend poursuivre son ouverture vers l'innovation de la recherche, l'internationalisation de ses actions et le renforcement des collaborations publiques-privées.